Avant de dire un mot et de dire merci à Dominique pour ce qu'elle nous a offert et ce qu'elle nous a permis, pas simplement aujourd'hui, mais au cours de l'année, juste vous donner une bonne nouvelle, parce que j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui, mais j'ai une bonne nouvelle. Le 22 mai dernier, dans le courant de l'Assemblée mondiale de la santé, Shri Ghulam Nabi Azad et Madame Li Bin se sont mis d'accord. Ils ont sorti un communiqué de presse, et ce communiqué de presse dit nous allons travailler ensemble. Alors, nous allons travailler sur tout. Nous allons travailler sur tous les sujets, etc. Pour un innocent comme moi, j'ai dit, mais de quoi il parle? C'est le ministre indien de la Santé, c'est le ministre chinois de la Santé, bien sûr. Et il parle de tout. Mais au fin fond de la deuxième page, il y a un tout petit alinéa qui dit « Le ministre chinois de la Santé était spécialement enthousiaste à monter une collaboration avec l'Inde au sujet de la leucémie. » Je m'excuse, mais moi je suis un gars de santé publique, et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été regarder qu'est-ce que c'est la leucémie en Chine. Et la leucémie en Chine, c'est la 13e cause, en 13e position des cancers. C'est moins de 1%, c'est à peine plus de 1% des cancers, moins de 2% des cancers. Je voudrais juste que vous gardiez ça en tête pendant quelques minutes, parce qu'on va y revenir. Donc merci Dominique, parce que Dominique, en préparant ce colloque, nous a permis de faire ce que moi j'appelle des vagabondages, c'est-à-dire d'aller travailler, d'aller fouiller des choses, ce qu'on ne fait pas habituellement, parce que quand on est pris dans le train-train quotidien, et enfin quand je dis train-train, travailler en Inde, c'est pas du train-train tous les jours, mais c'est pas facile de libérer du temps. Et là, c'était un besoin supplémentaire de faire quelque chose. Et donc j'ai commencé par faire un voyage en géopolitique. Et ce voyage en géopolitique, je l'ai commencé avec Guillaume Apollinaire, et qui dit, dans un petit poème qui s'appelle « L'adieu du cavalier », il dit « Adieu que la guerre est jolie avec ses chants et ses longs loisirs ». Donc c'était mon point d'entrée. La géopolitique, comme tout le monde ici, j'ai commencé à faire avec Yves Lacoste, et puis j'ai poursuivi sur la définition donc, de Lacoste, et puis je suis passé à d'autres, et puis donc on rentre dans la différence entre géopolitique et géoéconomie, entre géoéconomie et géostratégie, et on va vers le club Choiseul, et on va vers tout un tas de gens qui tournent autour de ce qu'on appelle la géopolitique. Et la géopolitique, c'est quoi? Finalement, d'après Yves Lacoste, c'est l'étude des rivalités de pouvoir et d'influence entre les pays qui ont... Et moi, ça me posait question parce que je ne voyais pas quel était le rapport entre géopolitique, cette étude des rivalités, et le médicament. Mais quand même, en creusant un petit peu plus, on arrive à voir qu'il y a une approche de géopolitique, et c'est ça qui m'a intéressé beaucoup au cours des derniers mois. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette approche de géopolitique? Elle fait comprendre qu'il y a en gros 3 grands échiquiers sur lesquels les choses se jouent. Le premier échiquier, c'est l'échiquier concurrentiel, c'est le marché. Le deuxième échiquier, c'est l'échiquier de la régulation, c'est le vrai échiquier de la géoéconomie. Et je vais revenir peut-être après sur la définition. Et puis, il y a un troisième échiquier qui est celui de l'opinion publique, l'échiquier de la société, mais c'est surtout l'opinion publique. Et alors donc, on rentre là-dedans, et puis il y a bel et bien 3 échiquiers, et puis qui s'interpellent, qui s'intermêlent, et on commence à travailler sur les acteurs. Alors il y a bien sûr les États, il y a les super-organisations, les grandes entreprises, mais il n'y a pas que les grandes entreprises, il y a les villes, les régions qui ont leur rôle quand on regarde l'importance que peuvent avoir certaines régions ou certaines villes en Chine, par exemple, ou en Inde, ou certains pôles industriels, etc. C'est important, mais il y a aussi les églises, il y a aussi les organisations politiques, et puis il y a une myriade d'acteurs, et puis il y en a au milieu d'eux qui sont très intéressants,
peut-être plus intéressants que d'autres. Il y a les sociétés savantes qui jouent un rôle dans cette géopolitique, il y a les diasporas, il y a les groupes de réflexion, et puis il y a des gens qui m'ont, moi, fasciné au cours de ce vagabondage, notamment les lanceurs d'alerte. Et il y en a un en particulier qui m'a fasciné, qui s'appelle Dinesh Thakur, et qui est un homme qui a juste créé un problème à une grande entreprise indienne, que je ne vais pas nommer, mais que tout le monde connaît, au fond, qui est une grande entreprise privée sur son marché aux États-Unis et qui lui a fait perdre juste 500 millions de dollars, et en même temps, il en a empoché 50. Donc ça s'appelle des lanceurs d'alerte, des whistleblowers, et il y en a des bons, il y en a des mauvais, et il y en a des sympas, il y en a des pas sympas, mais ils ont un rôle essentiel dans toute cette chose, et ça m'a assez fasciné. Il y a les territoires, et là, il y a quelque chose qui a résonné, qui sonnait à mes oreilles, c'est qu'on parlait des BRICS, et puis on parle de l'Inde, et puis on parle de la Chine, et on personnalise des entités, on leur attribue une pensée rationnelle, une pensée quasi unique, un comportement unique. On dit « la Chine dit que », l'Inde dit que. Et moi, ce que je vois dans la réalité, c'est complètement différent. C'est des jeux d'acteurs extrêmement compliqués. Et j'ai toujours ce problème-là. Mais il y avait surtout ce problème avec les BRICS. Et quand je rentre dans cette histoire de BRICS, je m'aperçois qu'il y a peu de choses en commun. Il y a peu de choses en commun entre la Russie et l'Inde. Il y a peu de choses en commun entre l'Afrique du Sud et l'Inde, entre l'Inde et le Brésil, si ce n'est quelque part une espèce de façon différente, un projet différent, je dirais un business model un petit peu différent. Il y a aussi une question dans cette analyse géopolitique, il y a des histoires de ressources. Alors on comprend bien tout de suite ce que c'est que les principes, qui fournit les principes actifs et qui ne les fournit pas, et qui les utilise, et puis qui a les ressources financières, et on a l'impression que les ressources financières, c'est ce qu'il y a de plus important en matière de médicaments et en matière de géopolitique du médicament, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte aussi que ce qui est fondamental actuellement, en tant que ressources, c'est les cerveaux, c'est les hommes. Et quand on regarde ce qui se passe et qu'on voit que, par exemple, en Chine, le gouvernement chinois lance un programme, un grand programme de recherche sur les médicaments, énorme programme de recherche médicaments qui va employer 500 000 personnes. C'est 500 000 chercheurs, personnes autour de la recherche en matière de médicaments qui vont être employés. Et je pense que peut-être on peut garder ça aussi en tête, parce que ça va avoir son importance dans ce que va devenir le business model actuel de la Chine et dans ce que va peut-être devenir le business model de ce qu'on appelle les BRICS dans le futur. Et puis il y a des fronts, on est à la guerre, c'est la géopolitique, c'est même Michel Foucault qui disait dès qu'on parle de sujets politiques, les discussions sur des sujets politiques sont parasitées par le modèle de la guerre. Et on a ces histoires de fronts qui viennent. Alors c'est quoi les fronts? C'est le marketing, c'est les droits de propriété intellectuelle, c'est la recherche et le développement, c'est l'innovation, etc. Je vais y revenir dans une minute. Et il y a toutes ces questions. Et puis on se dit, mais il y a des armes. Et c'est quoi ces armes? C'est l'intelligence économique. Ça s'appelle maintenant, et Robert Sebag va probablement en parler, la diplomatie d'entreprise. C'est la diplomatie de la santé. C'est les programmes. Il faudrait plus qu'une heure ou plus qu'une journée pour raconter comment les programmes deviennent, les programmes et les programmes d'aide deviennent des armes sur le plan du médicament, les politiques, les différentes politiques, notamment les politiques de prix différentiels. Alors, moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il y a deux choses que je voudrais dire pour parler de géopolitique. La première chose, c'est que c'est très intéressant et que ça aide à comprendre ce qui est en train de se passer sur plein de niveaux, à plein de niveaux, d'identifier les acteurs, d'identifier des enjeux, d'identifier des stratégies mises en œuvre et de voir comment ça évolue dans le temps et comment ça se décrit dans l'histoire.
Et ça me fascine. Ça m'a aidé aussi, et ça, je pense que ça aide tout le monde à mieux se comprendre et se positionner. Quand on comprend ce qui se passe, quels sont les enjeux en matière de médicaments, on arrive à savoir un peu mieux où on est dans ce jeu. Bien sûr, c'est fait pour agir, mais je veux dire que ce n'est pas indispensable. Il n'est pas indispensable, complètement indispensable, de faire de la géopolitique du médicament pour agir ou pour réagir. Dans le passé, j'ai participé à des actions dans ces domaines-là, dans le domaine du médicament, sans avoir compris véritablement ou sans avoir saisi tous ces enjeux. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est de dire que tout ce que vous entendez parfois sont de très jolis mensonges. Et je voudrais insister là-dessus. Il y a aujourd'hui deux grandes sources d'information. La première source d'information est entièrement contrôlée, ou en tout cas dépendante, de l'industrie pharmaceutique. Cette information vous vient par paquets entiers qui sont préparés d'une manière remarquable par des gens remarquables qui travaillent de façon remarquable et qui sont extrêmement intelligents. Et ces gens-là s'appellent McKinsey, ils s'appellent Boston Consulting Group, ils s'appellent IMS Health, ils s'appellent PwC, j'arrive jamais à le prononcer, ils s'appellent tout un ensemble de groupes qui dépendent de l'industrie pharmaceutique, qui sont payés par l'industrie pharmaceutique, dont les premiers clients, le premier client de IMS Health, qui est la deuxième boîte de consultants et qui génère ces informations-là, sont directement payés par l'industrie pharmaceutique. Ou bien ce sont des centres plus ou moins universitaires, comme Tufts Center, qui produisent des informations que tout le monde utilise. Et je vais revenir là-dessus. Et ces gens donnent une vision du médicament qui est une vision tout à fait particulière, qui est une vision qui correspond. Alors, il n'y a pas de complot, ce n'est pas une conspiration, on n'essaye pas de vous faire avaler des choses. Ce sont des gens qui pensent comme ça, qui vivent comme ça. Et ces gens vous racontent une histoire qui est l'histoire de combats, de conflits, de rivalités pour la puissance et pour le profit. Et vous avez tous ces rapports de prospective de la pharmacie à 2015, de la pharmacie en 2020, qui vous racontent quelles sont les stratégies que les grands industriels, les grands groupes industriels vont utiliser, ou en tout cas pourraient utiliser. Et ils racontent des histoires. Et ils vous racontent, par exemple, l'histoire d'un problème autour de l'innovation. Et si vous y croyez, vous pensez que c'est la réalité. Et il vous raconte une histoire autour des droits du problème des droits de propriété intellectuelle qui font que, si on y touche, qui sont la garantie qu'il y aurait de l'innovation. Sans droit de propriété intellectuelle, alors pas d'innovation possible. Ça, c'est ce qu'on vous raconte et qu'on vous dit tous les jours. C'est ce que tout le monde pense. Par contre, on dit moins de choses sur le nombre de personnes qui sont traitées. On ne raconte pas, on ne vous donne pas le détail de combien de traitements sont donnés ou sont fournis grâce à cette grande compagnie X ou à cette grande compagnie Y. Non, non, on vous dit elle est positionnée 1, 2, 3, 4 dans la liste des 15 premiers. Ce qui est important, c'est d'être gros, c'est d'être puissant et c'est de faire beaucoup d'argent et de faire beaucoup de profit. Ce n'est pas de traiter le plus grand nombre possible de malades dans les meilleures conditions possibles. C'est pas ça, ce qui est important, c'est pas ça, y compris pour les génériques. La grande publicité de Teva, si vous regardez ça, vous allez trouver, la grande publicité de Teva, de cette entreprise qui fait du générique et qui ne fait que du générique, c'est de dire je grossis plus vite que les autres et je fais plus de profit que les autres. C'est pas de dire j'ai soigné X millions de personnes. Les seuls qui vous disent quelque chose sur le nombre de gens soignés ou sur le fait que peut-être il n'y a pas besoin d'avoir tous ces médicaments, ce sont des documents qui restent d'ailleurs beaucoup plus confidentiels, qui sont moins distribués, moins joliment faits, moins intelligemment présentés sûrement. Et c'est des documents de l'OMS qui sont publiés régulièrement et qui disent eh ben oui, en gros, il y a seulement 30 à 35% des médicaments qui sont sur le marché qui sont des médicaments sur la liste des médicaments essentiels. Les autres ne sont pas forcément essentiels.
Et on pourrait très bien s'en passer. Alors je vais revenir maintenant à ce que je disais au départ. L'histoire de la leucémie et de la Chine et de l'Inde, c'est une petite chose. Il y a 40 000 malades de leucémie en Chine. Et la Chine n'a pas fait ce qu'a fait l'Inde. C'est-à-dire que la Chine achète le médicament à une entreprise pharmaceutique qui détient une licence. Elle le vend en Chine 2 fois moins cher qu'aux États-Unis. Mais on est quand même à 46 000 $ par an et par traitement. Donc, si vous faites un calcul rapide, 40 000 malades, 46 000 $ par an, ça fait un budget pour la Chine de 1 milliard 840 millions de $. Eh bien, l'Inde fournit le même médicament, branded generic. Elle a même plusieurs entreprises qui le fournissent à un coût de 1 680 $ par an. Coût total pour la Chine, si les 40 000 malades sont soignés par ça, 67 millions de $. Économie pour le ministère chinois ou pour quiconque paye en Chine, c'est-à-dire essentiellement les malades et leurs familles, 1 milliard 770 millions de $. Voilà le problème qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se produit aujourd'hui avec ces histoires de droits de propriété intellectuelle que je ne condamne pas. Je ne suis pas contre les droits de propriété intellectuelle. Je dis simplement il se passe quelque chose. Les stratégies, les business models d'un certain nombre d'entreprises ne visent pas à satisfaire des besoins, ils visent à faire ces profits là. Deuxième cas d'école, ce qu'on appelle de patent cliff. Entre 2012 et 2016, toutes les entreprises vous le disent, et tous les rapports de McKinsey et d'autres vous le diront, les entreprises pharmaceutiques vont perdre 127 milliards de $. Elles vont perdre 127 milliards de $ parce que X médicaments vont tomber dans le domaine public. Et que parce que ces médicaments vont tomber dans le domaine public, eh bien, elles vont être concurrencées par des génériques et que par conséquent, ils ne vendront pas les médicaments au même prix, ou en tout cas, ils vont essayer de retarder la chose. Il y a plein de méthodes pour le faire, y compris pay for delay, etc., dont on connaît bien les histoires. Mais ça va représenter une perte pour l'industrie, sachant que si ce n'est pas 127 milliards de $ complètement, il va y avoir l'équivalent en fait de 21 milliards qui va être acheté sous forme de médicaments génériques. Et comme c'est les mêmes qui produisent en règle générale, pas toujours, mais presque, ça va représenter en fait une perte sèche de 106 milliards de $ pour les entreprises. Mais ça va aussi représenter un gain pour les familles et pour les systèmes d'assurance de 106 milliards de $. Donc ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte sèche. C'est une perte pour certains et un gain pour d'autres. Pour la France, en termes crus, l'assurance maladie va gagner 5 milliards de $ entre cette période, entre 2012 et 2016. Je pense que ça mérite un petit peu d'attention. Et puis, bon, tous ces chiffres, tout ce monde qu'on présente à tous et qu'on finit par croire vrai, même M. Fabius ce matin parlait de ce poids considérable, ce coût de la recherche et du développement, 1 milliard d'euros pour sortir un médicament, 1 milliard 300 millions de $ pour sortir un médicament innovant. Tout le monde parle, tout le monde utilise ce même chiffre, tout le monde parle le même langage. Et pourtant, il n'y a qu'une seule personne qui a fait l'étude qui porte à ce chiffre-là. Il s'appelle Dimazi, il travaille pour le Tufts Centers, et ce Tufts Center est financé à plus de 50% par l'industrie pharmaceutique. Alors maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues. Ils vont vous expliquer d'autres choses, mais moi, je voulais dire ça. Je voulais dire ces deux choses. Un, je pense que la géopolitique, c'est intéressant parce que ça amène à regarder différemment les business models et de voir qu'il n'y a pas une voie unique
pour faire les choses. Et quand on voit ce que fait l'Inde aujourd'hui, qui fournit 40% des médicaments consommés en Afrique et 60% des vaccins consommés dans le monde, alors qu'elle n'occupe que la 15e position en termes de valeur totale de son marché, mais qu'elle est la 3e en quantité, le 3e pays en termes de production en quantité de médicaments, ça me semble mériter un petit peu d'attention. Et la deuxième chose, c'est que je pense que vraiment, il y a un gros travail à faire sur les données et à travailler vraiment pour savoir d'où viennent les informations et qu'est-ce que ces informations veulent dire. Et maintenant, je vais passer la parole à Robert Sebag, qui représente Sanofi et l'industrie. Alors, il aura le temps de se venger de toutes les bêtises que je viens de dire. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Gopak Kumar, qui lui représente Third World Network, qui est un groupe... il est avocat et il est spécialiste des questions de propriété intellectuelle. Et puis ensuite à Jean-Hervé Bradol de MSF, qui parlera de la recherche et développement sous d'autres angles. Donc,